Salut les vagabonds, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de Compostelle et aujourd'hui on va s'attaquer à la préparation avant son départ pour Compostelle. Donc tout un vaste sujet, on va parler de préparation physique, de préparation psychologique aussi parce que oui, c'est important aussi de se préparer un petit peu psychologiquement. On va parler aussi de préparation logistique, vraiment en termes pratiques et de matériel aussi un petit peu. Par contre, je n'aborderai pas dans cette vidéo le contenu exact de qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos personnellement parce que j'ai déjà traité ce sujet à plusieurs reprises sur les différents chemins que j'ai pu faire. Je vous mettrai d'ailleurs dans le petit i qui va s'afficher juste ici la vidéo dans laquelle je présente mon matériel que j'avais emmené sur mon premier chemin de Compostelle et puis sachez que j'en ai fait vraiment pas mal des vidéos comme ça où je présente mon matériel donc n'hésitez pas à aller fouiller dans ma chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos sur ce sujet donc on s'attardera pas sur ça vraiment précisément dans cette vidéo mais on va quand même parler de matériel parce qu'il y a 2-3 choses à préparer avant de partir sur le chemin. Alors tout d'abord, avant de parler vraiment de votre préparation, je vais m'adresser à tous ceux qui ont ce projet de partir sur Compostelle mais qui n'ont aucune idée de par quoi commencer en fait. La toute première chose que je vous encourage vraiment à faire, c'est de prendre un engagement envers vous-même. C'est de vous dire oui, je vais un jour aller à Compostelle. Alors ce un jour il est un peu vague pour l'instant mais dans cet engagement de vous dire oui je vais à Compostelle, de faire une première étape, première chose qui va vous engager à partir sur Compostelle. Alors moi à l'époque, comme ce projet était vraiment très flou, très vague, j'avais aucune idée de qu'est-ce qu'était Compostelle, je ne connaissais même pas les différents chemins qui menaient à Compostelle. J'étais tout simplement partie une journée sur le chemin de Compostelle qui partait de chez moi à Rouen. C'était pour moi une manière, même si je partais une seule journée comme ça sur ce chemin, de me dire, eh bien un jour, voilà, je me rendrai à Compostelle, j'ai fait les premiers pas, je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. Et puis après ça, je n'ai pas continué ce chemin-là de chez moi, mais je suis partie donc sur le GR65 du Puy-en-Velay jusqu'à ensuite Compostelle via le Camino Frances. Vous connaissez mon histoire. Si vous la connaissez pas, je vous invite à regarder tous mes petits vlogs qui vont s'afficher ici sur mon tout premier chemin de Compostelle. C'est comme ça que mon histoire a démarré un petit peu aussi sur YouTube à vous faire des vidéos. Bref, ce que je voulais dire donc c'est de prendre un premier engagement. Donc ça peut être marcher une première journée sur un chemin de Compostelle quel qu'il soit. Ça peut être tout simplement commencer votre crédential. Donc c'est déjà une première étape, votre petit passeport de pèlerin. Ou si voilà, c'est un projet dans quelques années que vous ferez peut-être un jour, et bien peut-être pourquoi pas en parler à un ami, lui attester qu'un jour vous irez à Compostelle, comme un petit peu vous faites votre engagement envers vous-même, mais vous l'exprimez autour de vous. C'est toujours le début des projets en général, quand on en parle autour de nous, c'est comme ça que ça commence. Après ce premier engagement, vous allez entreprendre plusieurs choses dans différents ordres. Je ne vais pas forcément les aborder dans l'ordre que vous allez le faire, qui vont vous préparer pour partir sur les chemins de Compostelle. Donc on va parler d'abord de la préparation physique. Alors c'est un peu particulier de ma part de parler de préparation physique, sachant que moi-même je n'en ai absolument fait aucune avant de partir sur le chemin de Compostelle. Je suis vraiment partie comme ça du jour au lendemain un petit peu. Mais à côté de ça, j'ai rencontré dès les premiers jours quelqu'un qui m'a expliqué que ça faisait plusieurs années qu'il s'entraînait pour partir sur Compostelle et que là enfin il était sur le chemin. Donc je sais que ça peut être un long processus Compostelle. Ça dépend énormément de votre santé, de votre forme physique. Moi j'ai la chance d'être en très bonne santé physiquement, de ne pas avoir de problèmes vraiment notoires. Donc j'ai eu la chance de pouvoir partir comme ça, même si comme je vous l'ai dit, je l'ai un petit peu, voilà. J'ai dû accuser le coup un petit peu quand même sur les premiers jours parce que mon corps a commencé à dire mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? Je pense que c'est quand même mieux d'éviter de faire ce que j'ai fait et de se préparer. Donc peut-être pas non plus à se préparer des années, mais si vous en avez besoin, bien sûr, allez-y. Au contraire, c'est une préparation utile. Au moins sur les mois ou semaines avant votre départ, commencez à faire un entraînement physique, c'est-à-dire à partir marcher. Alors si vous avez l'occasion d'aller marcher dans la nature, très bien, vous faire des petits circuits de randonnée en pleine nature. D'abord commencer avec un 5 km par exemple sur une première journée, ensuite peut-être un petit peu plus tard un 10 km, encore plus tard 15 km, jusqu'à peut-être réussir à 20-25 km dans la journée. Et puis si vous avez de quoi ajouter un petit peu de dénivelé dans votre randonnée au fur et à mesure, ajouter de la difficulté. Et aussi, je ne l'ai pas précisé et j'en reparlerai quand on abordera le thème du matériel, mais ce qui est très bien c'est de partir avec le matériel que vous allez emmener, le vrai matériel, faire un test de ce que vous allez avoir sur vous dans la vraie configuration quand vous partirez sur Compostelle. Et enfin, vous pouvez aussi commencer un programme de renforcement musculaire pour le dos, pour les jambes ou certaines parties du corps qui peuvent être intéressantes à muscler avant votre départ. Voilà, c'est vraiment libre à vous, mais je le répète, Compostelle est un chemin accessible à tous
Quel que soit l'âge, j'ai rencontré des gens sur mon chemin qui avaient entre 70 et 80 ans. Pas tous ne portaient leur sac à dos évidemment, mais quand même, ils faisaient le chemin. Tous les jours, ils faisaient 15-20 km ces gens-là. Donc voilà, c'est un chemin accessible, mais il faut connaître sa forme, il faut respecter son corps et il faut l'entraîner un petit peu avant le départ. Maintenant, on va pouvoir parler du matériel. Pourquoi est-ce que c'est hyper important d'acheter votre matériel d'avance et de l'essayer? Ça vous permet d'être vraiment prêt au départ et de connaître votre matériel, de savoir comment bien l'utiliser pour maximiser en fait vos chances de ne pas vous blesser finalement sur le chemin. Donc c'est pour ça que c'est super important de faire des tests de matériel en condition. Donc lorsque vous allez vous faire un petit entraînement physique, si vous dites bon bah je vais faire 5 km dans la forêt proche de chez moi, je vais mettre mon sac à dos. Et il y a des gens, ils se disent bon bah je vais partir avec 10 kg sur Compostelle à peu près dans mon sac à dos, donc je vais mettre des bouteilles d'eau, des poids, je sais pas quoi pour encombrer mon sac. Mais je vous dirais que alors ça peut être une solution, mais c'est pas la meilleure des solutions. Essayez si vous pouvez déjà de constituer un petit peu votre sac. Comme ça, vous avez vraiment un petit peu l'idée du poids total et surtout, vous allez déjà commencer à penser comment vous organisez votre sac et à le porter comme ça. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Si vous portez seulement des poids très très lourds lorsque vous allez être en randonnée, que vous allez essayer, non seulement ça va être très compliqué parce que ça va être très dur d'un coup et bon je pense que c'est un peu se forcer d'un coup et presque s'écœurer du chemin peut-être tout de suite à se mettre des poids et des poids dans le sac et à se dire ah mais en fait c'est hyper dur, je vais jamais y arriver. Donc déjà y aller graduellement et puis mettre du vrai matériel parce qu'en fait le vrai matériel ne pèse pas par exemple si vous mettez 2 litres d'eau d'un coup, ça pèse pas comme ça lourd paf à vous tirer derrière comme ça. En fait votre matériel vous allez l'ajuster dans le sac et l'équilibrer en fonction de votre sac à dos et de votre dos. Vraiment on met vraiment les choses les plus lourdes dans le creux de ses reins pour que ce soit là que le poids vienne poser et puis les choses plus légères sur le haut pour que ça ne vienne pas vous peser tout sur les épaules. Mais justement c'est vraiment en faisant que vous allez apprendre votre propre organisation qui sera propre à vous parce que de toute façon je vais pas vous apprendre à ranger votre sac à dos, mais si ça vous intéresse de savoir comment moi j'organise mon sac à dos, je l'ai déjà un petit peu fait dans cette vidéo qui va s'afficher juste ici. Lorsque je partais sur le Camino del Norte, je vous avais montré comment moi j'organise mon sac à dos. Faut imaginer le sac à dos comme votre maison miniature finalement parce que ça va être votre maison pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois pour certains. Donc il faut vraiment le voir comme votre coquille d'escargot dans lequel il va falloir être organisé pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est où et que ce soit pas tout le temps le bazar et que vous soyez pas en train de chercher quelque chose tous les jours au fond du sac. Donc voilà, dès votre préparation, n'hésitez pas à faire des entraînements avec votre vrai matériel. L'autre chose, c'est de tester votre matériel parce que vous allez vous rendre compte s'il vous va ou s'il vous va pas. Vos chaussures, la même chose, faut vraiment que vous les fassiez avant de partir. Faut pas acheter une paire et partir direct avec, sinon c'est presque sûr que vous allez avoir des ampoules. Donc vraiment, procurez-vous une paire ou prenez une paire que vous avez déjà, mais essayez-la en condition avec votre sac sur le dos parce qu'on peut avoir des surprises. Moi par exemple, je suis partie donc avec des chaussures que je connaissais déjà, que j'avais depuis un certain temps et quand je suis partie sur Compostelle, je ne les avais pas testées avec mon matériel sur le dos et je me suis rendu compte que la semelle était très 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 rigide, qu'elle me faisait très mal. Je me suis retrouvée à devoir acheter une autre paire de chaussures sur le chemin. Donc voilà, ne faites pas comme moi, encore une fois, ne prenez pas exemple sur moi. Essayez vos chaussures surtout, essayez vos chaussures, voir les frottements qu'il peut y avoir, voir ce qui est possible de changer, rajouter des semelles peut-être dedans, en enlever si c'est trop haut, trop bas, et tester, faites votre expérience, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir vous sentir le mieux et être le mieux prêt pour votre départ. Ensuite, en termes de poids de sac à dos, c'est dans la préparation quelque part un petit peu, donc je vais faire ce petit point là. Ne vous encombrez pas, essayez de ne pas prendre du superflu, ça ne sert à rien, mais vraiment à rien. Au pire, vous vous achèterez des choses sur le chemin si vraiment vous avez besoin de choses, mais essayez de vous délester le maximum. C'est vraiment le conseil, je pense, le plus important dans votre préparation. Honnêtement, un sac 10-12 kg, après ça dépend évidemment de votre gabarit, mais 10-12 kg, ça commence déjà à être bien lourd. Moi, j'avais 7 kg, plus un petit peu de nourriture et d'eau, donc forcément ça montait des fois à 10 kg. C'était bien, c'était vachement bien, c'était suffisant, hein, j'aurais pas mis plus. Et puis petit point sur le bivouac, si vous envisagez de faire donc du bivouac sur le chemin de Compostelle, testez aussi votre matériel, c'est très 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 important, testez-le en conditions sous de la pluie, par exemple si vous avez un jardin ou que vous connaissez quelqu'un qui a un jardin, n'hésitez pas à aller planter votre tente ou votre bâche ou votre hamac ou je ne sais quoi. Je sais que moi il y a beaucoup de choses que j'ai fait évoluer dans mon matériel, notamment mon matériel de bivouac au fil du chemin. Par exemple j'étais partie sans réchaud et sans popote parce que je pensais que manger froid ça me suffirait
suffirait, que je mangerais de temps en temps chaud dans les restaurants ou dans les gîtes ou des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que comme je dormais quand même pas mal dehors, ça manquait un petit peu de ne pas manger chaud. J'ai aussi fait évoluer mon sac de couchage. Je suis partie avec un très gros sac de couchage au départ parce qu'il faisait froid à la mi-mai quand je suis partie. Et ensuite, au milieu du chemin en France, j'ai pu l'échanger contre un petit sac de couchage. Je vais vous expliquer dans la logistique comment j'ai fait pour ce genre de petit tour de passe-passe entre mon matériel pour ne pas avoir à racheter et à me débarrasser de sac de couchage, ça serait quand même dommage. Essayez-le, votre matériel au maximum, et le matériel de bivouac aussi pour l'organisation, vous allez vite comprendre comment vous montez votre campement, comment vous organisez, qu'est-ce que vous mettez où, sous votre tente. C'est vraiment en termes d'organisation. Au début, on est un peu perdu. Les premiers jours, moi, comme je n'avais pas trop testé tout mon matériel, j'étais un peu perdue, j'en avais dans tous les sens, c'était le bazar, ça me prenait du temps de tout ranger, tout déballer, tout, voilà, m'organiser. Et puis au fur et à mesure, à force de faire, à force d'être organisé, ça devient notre nouvelles habitudes, voilà, tout simplement. Ensuite, en termes de préparation logistique, alors il y a beaucoup de choses à dire. On va parler déjà de date, départ, arrivée et retour. Votre date de départ, vous pouvez la déterminer dès maintenant, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, allez-y, ça vous donnera déjà une impulsion sur, ça y est, je pars dans 20 jours par exemple, et là, il faut que je me prépare dans 20 jours, je suis au top. Et pareil pour l'organisation de comment vous allez rejoindre votre point de départ, sauf si vous partez de chez vous, c'est plus simple. Mais voilà, donc ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, si vous avez une limite de temps et que vous voulez absolument arriver à un certain point, une date de fin. Par exemple, souvent on me dit, j'ai un mois devant moi, je veux partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, est-ce que je vais être capable d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle en un mois? La réponse est oui, vous êtes capable d'y arriver. Après, je ne connais pas votre condition physique, je ne connais pas votre santé, mais dans un cas où tout va bien, oui, vous en êtes capable. Mais le fait d'avoir une date butoir, ça va énormément vous pousser à avancer coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Donc si vous n'avez qu'un mois et que vous voulez absolument faire le Camino Frances en entier, c'est compliqué en vrai. Moi je vous dirais plus, au pire partez un petit peu plus loin de Pamplonne ou je ne sais pas. Au moins ça vous donnera du temps pour l'arrivée, ça vous donnera du temps de flexibilité sur votre chemin. Au lieu de devoir prendre un bus à la fin pour arriver à Compostelle, ça serait quand même dommage d'avoir marché tout ce temps et d'arriver en bus à Compostelle quand même. Enfin, on s'entend. Et puis ça vous laissera aussi le temps de choisir si vous voulez aller à Fisterra ou non, qui vous prend quand même 3-4 jours de marche en plus. Ça vous laissera aussi le temps, si vous ne voulez pas aller à Fisterra, d'atterrir à Compostelle au moins. Une fois que je suis arrivée à Compostelle, j'ai pas pu arriver à Compostelle et le lendemain je prenais un avion pour rentrer chez moi, c'était juste pas possible. Il vous faut quelques jours pour comprendre que vous êtes là, que vous êtes arrivé, c'est Compostelle, on y est enfin. Donc on va pas juste arriver et repartir. Donc laissez-vous du temps. Moi ce que je vous conseille, c'est quoi qu'il arrive de vous laisser au moins quelques jours de sûr, pour pas que vous ayez à courir, pour pas que vous ayez à être pressé, pour pas que vous ayez à faire des kilomètres parce qu'il faut faire des kilomètres et parce qu'il faut arriver en temps et en heure. Ça vous laissera vraiment plus de flexibilité et plus de marge pour pouvoir vraiment profiter de votre chemin. En termes de préparation, le billet de retour, je vous conseille plutôt de le prendre arrivé à Compostelle. Que ce soit en bus, en covoiturage, en avion, il y a énormément de choix pour rentrer de Compostelle. C'est une très grosse ville, très bien desservie, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. D'autres choses en termes de logistique, il y a évidemment l'hébergement. Donc vous choisissez peut-être d'aller dans les gîtes, dans les albergues pour pèlerins, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, en Espagne, sachez que vous ne pouvez rien réserver, donc c'est vraiment premier arrivé, premier servi. En France, sur le GR65, évidemment, vous pouvez réserver vos hébergements, mais pareil, encore une fois, moi je vous conseillerais de ne pas réserver parce que non seulement il y a de la place, il y a des hébergements quand même relativement souvent, tous les 10 à 15 km, et surtout que ça vous permettra d'être libre. Encore une fois, moi je prône la flexibilité, la liberté de faire comme vous voulez, d'avancer à votre rythme. Et en plus, après, si vous réservez et que vous annulez juste derrière, ou la journée même, mettez-vous à la place aussi des gîtes. Eux, ils acceptent les réservations. Moi, je trouve vous êtes mieux à pas réserver. Et comme ça, vous vous laissez libre. Après, s'il y a vraiment un endroit où vous êtes sûr, vous voulez y aller et vous allez arriver tel jour, et là, réservez. Ou votre première nuit au Puy-en-Velay, allez-y, réservez. Il n'y a aucun souci sur ça. Moi, j'avais même rencontré quelqu'un qui avait donc planifié son chemin d'avance et qui allait trop vite par rapport à toutes les réservations qu'il avait prises. Donc, du coup, il avait dû s'arrêter 2 jours dans le même gîte et rester toute une journée à rien faire parce que toutes ces réservations derrière, il était allé trop vite et donc il ne pouvait pas avancer parce qu'il n'allait pas décaler toutes ces réservations. Donc c'est un petit peu dommage quand même d'en arriver là. Moi je vous conseille planifier un peu votre chemin, regardez un peu les étapes, les différentes choses que vous avez vraiment envie de voir, où vous voulez vous arrêter. Mais laissez libre cours à l'imprévisible, c'est ça qui va vraiment tout changer dans votre chemin, vraiment, je vous le conseille. En termes de nourriture, il n'y a pas grand chose à dire, il y a beaucoup de choses pour vous restaurer ou pour acheter dans les supermarchés tout au long du chemin.
Donc partez avec un petit peu de nourriture, de choses à grignoter, mais ne remplissez pas trop votre sac non plus, il y a vraiment de quoi faire sur le chemin. Et par contre l'autre chose c'est en termes d'argent, faites attention, vous allez traverser beaucoup de très petits villages dans la ruralité française où la carte bleue n'est pas forcément acceptée pour des très petits montants ou n'est pas acceptée du tout et où il n'y a pas forcément de banque pour retirer de l'argent. Donc prévoyez un petit peu d'argent pour vos premiers jours, les premiers repas que vous allez faire sur votre chemin. Dans les grands villages et grandes villes, évidemment, pas de soucis. Et dernière chose en termes de logistique, comme je le disais, l'histoire de changer de matériel ou au fil de temps de vouloir se faire renvoyer de certaines choses du matériel parce que des fois on veut partir avec pas beaucoup de choses, mais on vient à manquer, que ce soit des fois des produits d'hygiène, de toilette ou des choses comme ça. Ou des médicaments aussi, si vous avez des traitements, ça peut arriver. Moi, ce que j'ai fait, alors j'ai eu la chance d'avoir ma soeur qui habitait sur le chemin de Compostelle à un point donné. Donc moi, j'étais passée déjà une fois chez ma soeur, je lui avais déposé des affaires. Donc j'avais fait 2 semaines de marche, j'étais arrivée chez elle et j'avais pu échanger des affaires que j'avais mis ici de côté au cas où je voulais changer. Donc là, c'était déjà une première possibilité si vous connaissez quelqu'un qui habite proche du chemin. Ou alors, si vous connaissez quelqu'un qui veut vous rejoindre sur le chemin, éventuellement lui donner des affaires qu'elle peut vous apporter. Après, évidemment, il existe toujours l'option d'aller à la poste, parce que vous allez trouver dans les villages des postes un petit peu partout, et de renvoyer certaines choses dont vous ne vous servez pas chez vous. Ensuite, eh bien moi, je m'étais aussi fait envoyer un colis. Alors, soit il existe la poste restante, comme ça, vous êtes sûr que ça reste dans un bureau de poste pendant un certain temps, ou tout ce qui est point relais aussi, ça fonctionne comme ça. Moi, j'avais fonctionné comme ça, j'avais demandé à quelqu'un de m'envoyer un colis dans un point relais dans une ville qui était à peu près à 1 semaine de marche de là où j'étais, comme ça je savais que ça avait le temps d'arriver complètement, et puis après le point relais gardait 2 semaines mon colis. Voilà, donc en termes logistiques je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il y aurait plein de choses à dire, si j'oublie des choses à vous dire et que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires juste en dessous, je serais contente de rajouter un complément d'information à propos de ça. Ensuite en termes psychologiques, alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut se préparer en termes psychologiques pour partir sur le chemin. Eh bien c'est plus en amont préparé pour être sûr que sur le chemin, vous allez être complètement tranquille. Vous n'allez pas avoir aucune charge psychologique à vous occuper, c'est-à-dire aucune chose à penser de votre vie quotidienne. Assurez-vous que si vous avez des projets en cours, de bien déléguer les tâches que vous aviez à faire, ou alors, essayez de finir des projets, de vraiment tout mettre de côté. Comme ça, vous êtes sûr qu'en partant, vous êtes complètement disponible, vous êtes complètement ouvert au chemin et vous êtes là sans avoir à vous préoccuper de ce qui vous retient psychologiquement ailleurs. Ensuite, en termes psychologiques, je crois qu'il faut aussi réussir à se libérer un petit peu, à se dire que ça va être de l'imprévu, qu'il va y avoir plein de choses nouvelles que vous n'avez jamais vécues, que c'est une grande aventure, que c'est l'inconnu total quelque part, et qu'il faut réussir à se lancer dedans avec confiance et dans le total lâcher prise. Alors c'est facile, c'est des beaux mots ce que je vous dis, mais c'est pas toujours évident à faire. Donc c'est pour ça qu'en tout cas en termes déjà, tout ce que vous avez à faire, au moins vous les avez mis de côté, et là vous êtes prêts à cette nouvelle aventure, à entrer dans le chemin et à être avec le chemin, être là, ici et maintenant. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour en général de ce qu'il peut y avoir en termes de préparation pour le chemin de Compostelle. Il y a beaucoup de choses. Je sais, je parle beaucoup des fois, mais j'ai beaucoup de choses. Enfin, des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire, et puis des fois, je m'éparpille aussi un petit peu. Donc, je suis désolée si mes vidéos sont un petit peu longues. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé de cette vidéo, si vous avez d'autres choses à rajouter aussi en termes de préparation, ou bien si vous trouvez qu'il y a certaines choses, c'est un petit peu du superflu. Voilà, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et puis n'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne si ça te plaît. Il y a plein de choses qui se passent en termes de randonnée, de nature et de chemin de Compostelle. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour si tu ne connais pas encore toute ma chaîne. Je te fais plein de gros bisous.